ancien ministre sous Amadou Toumani Touré et sous Ibrahim Boubacar Keïta, vice-président de l'Union pour la République et la démocratie, UR, banquier et émérite, Mamadou Igor Diarra se prononce sur la vie de son parti, sur l'actualité de son pays avant de se projeter dans l'avenir. Dans une très grande interview à cœur ouvert, qu'il nous a accordée, il se dit optimiste en dépit de toutes les turpitudes et surtout de la période exceptionnelle due à la rupture constitutionnelle que le Mali vit. Mamadou Igor Diarra lance à ses camarades de l'UR un vibrant appel à l'unité et à la cohésion pour préserver l'immense héritage que le regretté président Soumaïla Cissé a légué et qu'ils ont le devoir de le faire rayonner par de nombreuses victoires aux prochaines joutes électorales, au profit des Maliens et du Mali. Lisez plutôt. Un Info7, pouvez-vous brièvement vous présenter à nos nombreux lecteurs? Mamadou Igor Diarra, merci pour l'honneur que vous me faites. J'ai souvent du mal à parler de moi, mais en quelques mots je suis ingénieur commercial de formation, et avec mes 54 ans j'ai eu une carrière professionnelle de 30 ans au Mali et à l'international, essentiellement dans le domaine bancaire où j'ai plusieurs fois été DG ou PDG et sur le plan politique j'ai été ministre dans divers gouvernements de mon pays. J'ai été candidat à la présidentielle de 2018 soutenu par le jeune parti politique, Mali en Action. Notre mouvement a fusionné avec l'UR et je suis l'un des vice-présidents de ce parti. Je continue de travailler pour un des grands groupes bancaires africains dans lequel je m'occupe des pays de l'UMOA et donc toujours au service du développement. 2 Info7, parlant de votre nouveau parti, l'UR, quel sentiment vous anime après la fusion avec votre ancien parti? MID, d'abord un sentiment de grande fierté et d'honneur. Fierté pour les personnes de l'ex-parti Mali en Action, qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours politique. Elles ont accepté la nouvelle offre politique qui est la fusion avec l'UR, c'est le lieu de les féliciter toutes pour la constance dont les actions et la confiance sans cesse renouvelées à ma modeste personne. Sentiment d'honneur pour avoir rejoint un grand parti politique bâti à la sueur de nombreux militants dans lequel on retrouve des personnalités de grande envergure à l'instar du défunt président Soumaïla Cissé et beaucoup d'autres qu'il serait difficile de citer ici mais pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et un profond respect. On se réjouit d'y trouver également plusieurs talents de notre pays, des grandes dames, des jeunes et aînés à moi, bref beaucoup de gens de qualité, intelligents et intéressants à la proximité desquels on se bonifie forcément. 3 Info7 Pourquoi avez choisi l'UR et non un autre parti? MID, je vais peut-être vous surprendre. Sachez que ma sympathie pour ce parti ne date pas d'aujourd'hui, plusieurs personnes dont je préfère taire le nom publiquement vous le confirmeront. Je suis les activités de l'UR depuis belle lurette et j'échangeais régulièrement avec plusieurs de ses cadres depuis sa création. Mais pour répondre précisément à votre question d'abord parce que c'est le seul parti dont le président fondateur m'a formellement invité à y adhérer et je lui avais promis que mon retour en politique se ferait dans ce parti avec lequel je partageais et je partage encore plusieurs valeurs et ambitions. J'attache du prix au respect des engagements, c'était une question d'honneur pour moi. C'est vrai que quelquefois j'ai eu des modestes appels de pied d'autres formations politiques. Donc, malgré le décès de l'honorable Soumaïla Cissé nous avons tenu à parachever ce processus à travers une opération de fusion-absorption dont nous avions même convenu des modalités avec lui-même et que le bureau exécutif actuel a honoré. Que tous les membres du bureau en soient remerciés. J'aurais juste voulu que cela se fasse de son vivant, mais Dieu en a décidé autrement. Qu'il repose en paix. Avec tous nous défendrons et nous nous battrons pour ses ambitions pour le Mali qui a tant souffert ces dernières années. La deuxième raison de notre choix, c'est surtout cette philosophie que Soumaïla Cissé a toujours défendue et même enseignée au sein du parti, celle qui consiste à dire qu'il est ni ancien, ni nouveau venu. Et tout au long de sa gestion du parti il n'a de cesser de le rappeler et surtout de rassurer les militants. Cela a contribué à faire grandir le parti, qui regorge aujourd'hui de beaucoup de cadres brillants venus à des périodes différentes d'horizons divers. La troisième raison est relative à l'envergure même du parti, son mode de fonctionnement et surtout son implantation. Toutes choses qui peuvent séduire tout bon patriote qui veut apporter sa petite pierre pour l'ancrage de la démocratie et pour la construction de l'édifice Mali. Donc mes ex-camarades de mémoire avons fait le choix d'adhérer sans condition, car le très riche héritage de Soumaïla Cissé appartient à tous les Maliens. 4 Info7,
Vous fûtes ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau sous Atte et celui des Finances sous Ib. Que pouvez-vous nous parler des grands chantiers ou réformes que vous avez menés à la tête de ces deux départements? Mid, vous voulez encore m'amener à parler de moi? Bon, je vais tenter d'être succinct en ne citant que les plus importants car j'avais écrit un livre C'est possible au Mali qui en a repris une partie de la longue liste de ces réalisations dont certaines sont aussi la suite des activités de mes célèbres prédécesseurs. En effet, ce sont des très grands départements que j'ai eu le privilège de gérer sous deux présidents différents. Dans le secteur des mines, nous avions assaini le processus d'affectation des titres miniers, encouragé l'exploitation d'autres minerais en dehors de l'or, accéléré la recherche pétrolière et lancé les chantiers des nouveaux textes réglementaires. Dans le secteur de l'énergie et de l'eau, les réalisations marquantes sont consécutives à l'accroissement des financements, car comme je l'ai dit souvent, tout est lié à l'argent. Le portefeuille des projets en infrastructure eau et électricité avoisinait les 1500 milliards de FCFA à mon époque grâce à une bonne gouvernance des projets et à la confiance des partenaires techniques et financiers. Ces fonds ont contribué considérablement à un meilleur taux d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Pour rappel, il n'y a jamais eu de délestage d'une journée quand j'étais à la tête de ce département et que tous les projets que vous avez vus inaugurés dans ces domaines récemment ont été soit initiés avant moi, mais activement poursuivis par nos soins, soit par mes équipes et moi-même. La création de la SOMAPEP et de la SOMAGEP en sont un bon exemple dans le secteur de l'eau où des centaines d'emplois ont été créés. Idem de l'ANADEB et ANADE pour les énergies renouvelables. Toutes ces structures ont été baptisées par moi-même et concourent au développement du pays. Vous remarquerez que divers projets de centrales thermiques et barrages ont été lancés à cette époque. Dans le domaine de l'économie et des finances, les gens se souviennent encore des pensions et salaires payés le 20 de chaque mois, ce qui soulageait les ménages. Ensuite, de l'apurement de la dette intérieure qui a relancé les activités des opérateurs économiques, l'argent circulait davantage car les aides et appuis financiers extérieurs étaient de retour après les difficultés de 2014 avec le FMI, le cadre macroéconomique s'est renforcé et l'économie redémarrait dans tous les secteurs. L'élaboration d'un nouveau code des marchés publics, etc. Il faudrait rappeler aussi que je me suis engagé dans le chantier de réduction du train de vie de l'État, ce qui m'a causé assez d'adversité et pour la première fois le budget du Mali a atteint le niveau historique de 2000 milliards avec un minimum de déficit. Il y a eu la relance des investissements publics, le retour de la confiance de partenaires bilatéraux et multilatéraux avec à la clé la table ronde de l'OCDE organisée à Paris préparée par mes équipes et moi-même et qui fut une grande réussite. La liste est loin d'être exhaustive. 5 Info 7, vous avez été candidat à la présidentielle de 2018 et vous vous êtes classé 13e sur 24, certains de vos détracteurs vous reprochent de n'avoir pas donné de consigne de vote en faveur de Soumaïa Cissé, que leur répondriez-vous? Mid, ai-je honnêtement quelque chose à me reprocher? Certains camarades qui utilisent cet argument ont sciemment un regard très sélectif et réducteur de la situation, mais les gens comprennent leur motivation. D'autres personnes ne connaissent peut-être pas la réalité des choses. Les relations que j'ai eu le privilège de partager pendant près de 25 ans, c'est-à-dire depuis 1994 avec mon regretté né le président Soumaïa Cissé, vont au-delà des simples questions de soutien de vote ou de parrainage. Nos relations étaient bien fraternelles et amicales et souvent assez complices avant d'être politiques puisque ma sympathie à sa démarche politique date de la fin du deuxième mandat du président Atte. Le président Cissé et moi avions beaucoup travaillé ensemble dans les différentes fonctions de responsabilité que nous avions occupées au Mali et à l'extérieur. Nous nous sommes toujours respectés, beaucoup aidés et avions les mêmes diagnostics et pistes de solutions face aux enjeux comme nos programmes politiques le confirment en termes de ressemblance, mais il nous arrivait aussi de ne pas être en phase sur telle ou telle autre approche. Cela est humain et il est inutile de le nier. La poursuite ou non du processus électoral de 2018 après la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle, fait partie de nos points de divergence. Nous étions 17 autres candidats autour de lui à dénoncer ce scrutin très mal organisé. Nous avions même fustigé la complicité de certains responsables maliens et surtout de certains partenaires extérieurs. Nous avions vite compris que nous perdions notre temps et même notre argent à poursuivre cette bataille. Il nous a été confirmé que beaucoup de cadres du bain de Lure étaient dans cette même posture. Nous avions donc convenu de ne pas participer à cette mascarade. Après notre réunion, j'ai fait un communiqué,
toujours disponible sur la toile, où j'ai dénoncé et indiqué ne plus reconnaître ce processus électoral qui avait connu tous les excès et violences. À titre de rappel, j'ai été même blessé lors d'une marche à l'initiative du président Soumaïla Cissé et je traînais péniblement encore à cette période une infection pulmonaire suite à la forte absorption de gaz lacrymogène. Alors comment ne plus reconnaître un processus et appeler les gens à poursuivre à voter dans ce même processus? Peut-être politiquement certains peuvent tout se permettre, mais ma logique, mon éducation et ma conviction ne me recommandent pas ce genre de comportement incohérent. Voilà simplement pourquoi je n'ai plus repris la parole publiquement. Info 7, quid des parrainages reçus de l'UR ou des engagements pris avant? Je tiens à remercier sincèrement tous les conseillers municipaux qui nous ont apporté leur parrainage et ils étaient nombreux et de divers partis. Sur le dernier point, personnellement en tant que candidat je n'ai pris aucun engagement vis-à-vis de personne et personne ne m'a sollicité pour un quelconque appel à vote et bien que ma proximité avec Feu Soumienne était un secret pour personne. Je ne suis pas seul à bénéficier de cette sympathie dont il avait seul la générosité. Je vous assure que je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce processus hyper compliqué de parrainage qu'il va falloir d'ailleurs revoir car des pays voisins ont fait évoluer leur législation. Ma candidature n'a pas été parrainée par des conseillers d'un seul parti, mais par plusieurs partis comme l'ADEMA, le RPM, l'UR, le MPR, le CNI, la CODEM. Que les responsables et tous les militants de ces différents partis trouvent l'expression de ma profonde reconnaissance. Je tiens à préciser qu'aucun de ces partis ne m'a demandé un quelconque soutien en contrepartie de son parrainage. Et d'ailleurs cet appel n'allait rien changer, étant entendu que le jeu électoral était déjà biaisé, raison pour laquelle nous avions demandé le boycott pur et simple du deuxième tour. Bref, je ne veux pas en faire un sujet de polémique. Ce qui compte aujourd'hui c'est l'avenir, ce débat est bien derrière nous. Cette info 7. Une pétition avait circulé au sein de l'UR réclamant la tenue d'une conférence nationale extraordinaire pour remembrer le bain UR. Quelle lecture faites-vous de cette pétition? Mid, la pétition aussi est derrière nous. Et je me réjouis que les uns et les autres se soient compris lors de la réunion extraordinaire du bain. Je profite au passage pour remercier nos sages présidents d'honneur et ceux des fédérations qui y ont contribué à l'apaisement. C'est normal que dans une grande famille comme l'UR, qu'il y ait souvent des incompréhensions mais le plus important est de se retrouver autour de l'essentiel. Une conférence nationale est prévue en octobre prochain et elle prend en charge les préoccupations majeures des signataires de la pétition. Il faut toutefois tirer les leçons de cette mésaventure et désormais s'organiser à fonctionner sans faille car les enjeux ne sont pas que politiques, ils sont nationaux et vitaux. Nous devons tous nous investir pour la bonne marche de notre parti et tenir compte des attentes des militants et de ceux qui les représentent. Info 7, le vice-président du parti vient de lancer l'appel à candidature. Seriez-vous candidat à la candidature de l'UR pour la prochaine présidentielle? Mid, vous allez très vite en besogne. La lettre d'appel à candidature vient juste d'être envoyée aux sections et je souhaite en effet que le processus de désignation se déroule dans une bonne ambiance et en toute transparence comme c'était le cas sous la présidence de notre regretté président Cissé. Je ne vous cache pas que certains militants à la base ont souhaité ma candidature dans de nombreuses sections et plusieurs voient le désir souvent même en dehors de mon parti. Avec humilité, je suis très honoré par ces appels qui confirment une espérance de me voir porter une démarche de rassemblement victorieuse. Mais on ne prend pas ces décisions seul et facilement car j'ai déjà été candidat et sais quelle capacité de rassembler indispensable cela requiert et quel sacrifice demande la quête de la magistrature suprême d'un pays. Sans cohésion et un grand rassemblement aucun parti ne pourrait être victorieux à une élection. Étant un des vice-présidents du parti j'appartiens également à la base comme militant et ni mon poste de secrétaire général adjoint de la section de Ségou encore moins celui de la sous-section de Marcala ne m'autorise à prendre seul une si importante décision, bien que la candidature soit individuelle. Avant d'arriver au bain, actuellement la question est d'actualité au niveau des sections du parti et nous aurons donc le débat dans ma circonscription à Ségou et vous serez avisés de ce qui en sortira très prochainement. Mais d'ores et déjà je demeure convaincu et optimiste que l'unité et la cohésion seront préservées et un large consensus se dégagera autour d'un candidat, parce que l'UR regorge des cadres brillants qui sauront trouver les éléments qu'il faut pour éviter toute déchirure.
car le souhait de tous les militants convaincus est de remporter la présidentielle prochaine pour non seulement honorer la mémoire de Soumaïla Cissé, mais aussi et surtout sortir le Mali de la gravissime crise. Info 7, vous êtes l'un des rares leaders politiques à s'être prononcé pour une prorogation intelligente de la transition, pourriez-vous nous dire les raisons? Mid, heureusement que je ne suis plus le seul désormais. En effet j'avais, en 2018, crié sur tous les toits, à l'époque avec le ministre Ousmane Seydou Badian, de ne pas aller au scrutin de 2018 car il avait été mal préparé et couvait les origines d'une grave crise post-électorale sans fin. Vous voyez à quoi cela nous a conduit. Va-t-on encore courir les mêmes risques et de voir notre pays s'effondrer définitivement avec une autre crise aux conséquences dramatiques? Je refuse de soutenir cette fois-ci encore cette précipitation qui ne se justifie guère. Le pays s'est engagé à faire 18 mois de transition, au terme de laquelle des nouvelles autorités doivent être installées, mais si ce délai est intenable pour des raisons évidentes, il n'y a pas de quoi faire trembler la terre. Organisons-nous mieux avec la nouvelle équipe gouvernementale et le CNT. Préparons les assises nationales de refondation car personne ne devrait en principe s'opposer à un cadre d'échange pour sauver le Mali et ayons le courage de se dire la vérité. Enfin mettons un organe indépendant et d'ici là sécurisons au mieux ne serait qu'une partie importante du pays. Réunir les conditions pour des élections véritablement démocratiques, inclusives, transparentes et sur toute l'étendue du territoire et cela en prolongeant de quelques mois la transition, ne doit pas être de la mer à boire pour la classe politique et pour la société civile. Nos partenaires sont suffisamment intelligents et après nous avoir tant aidés depuis des années peuvent bien comprendre que le contexte actuel ne peut plus permettre certaines réformes et l'organisation d'un scrutin en 5 mois. Ceci dit, un nouveau calendrier soutenable doit être proposé et suivi avec la rigueur requise. On ne peut pas s'éterniser dans une transition. Info 7, votre parti a décidé de soutenir la transition. Quel est votre avis là-dessus? Mid, soutenir la transition c'est soutenir le Mali. Beaucoup ne se posent pas la question si la transition échoue quelle serait la suite. Je dois avouer qu'il y a eu un mauvais départ de la transition mais que le début du deuxième départ s'annonce avec de meilleures perspectives. Les autorités et les partis politiques se parlent, les leaders religieux et la société civile s'impliquent davantage pour qu'il y ait l'union sacrée autour du Mali qui a tant souffert. Les gens oublient que nos populations souffrent énormément dans les villes et dans les campagnes et nos forces armées et de sécurité payent un lourd tribut suite à toutes ces crises. Je demande humblement à la classe politique de soutenir la transition en aidant le gouvernement à mener des réformes idoines pour doter notre pays d'institutions fortes et de préparer de bonnes élections dont les résultats seront incontestables et cela au grand bonheur de notre démocratie. Bien sûr, la position de mon parti qui est membre du M5 RFP et du FSD est sans nul doute la mienne puis qu'aucune autre alternative ne s'offre à nous, donc aidons les autorités de la transition à tirer d'affaire le Mali. Info 7, quel est votre mot de la fin? Mid, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez afin de donner mon point de vue sur l'actualité de mon pays et de mon parti. Je renouvelle mon soutien indéfectible aux autorités actuelles pour une grande réussite de la transition et souhaite le meilleur pour toutes les Maliennes et tous les Maliens. À mes camarades de l'UR je lance ce vibrant appel à l'unité et à la cohésion pour préserver cet immense héritage que notre regretté président Soumaïla Cissé nous a légué et que nous avons le devoir de faire rayonner par de nombreuses victoires à venir au profit de nos compatriotes et du Mali. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur pour notre pays et nous leur prenons l'engagement que leur lutte ne sera pas vaine.